je vais essayer de garder une voix calme. Dites-moi si vous m'entendez moins bien. Donc, merci beaucoup. Le but de la présentation aujourd'hui, c'est un peu de vous introduire comment ça se passe pour nous, l'introduction de la loi 25 et comment ça se passe en clientèle. Comment est-ce qu'on a abordé ça par rapport aux pratiques qu'on avait déjà sur des réglementations en matière de données personnelles, et également certaines solutions qu'on introduit et qui sont peut-être moins conventionnelles, plus liées à des solutions intégrées qui permettent finalement d'aider à cette conformité au niveau de la loi 25. Je vais essayer aussi de rester très pratico-pratique, d'expliquer un peu qu'est-ce qu'on fait en TI. Il y avait un très beau panel hier, auquel vous avez peut-être assisté, où il montrait que la loi 25, c'est vraiment pas qu'une affaire de TI. Là, cette présentation-là, ça va être vraiment très centré sur les TI, puis à chaque fois, je vais essayer de mettre en perspective les affaires dont on ne s'occupe pas hors technologie de l'information. Donc, grosso modo, au niveau de l'agenda, je vais passer très vite sur les deux premières sections. C'est des choses qu'on utilise assez fréquemment pour mettre en perspective. Je pense qu'on est devant un public qui connaît quand même bien ce genre de problématiques. Simplement, peut-être une petite mise en contexte de la loi 25, les autres régulations qu'on peut rencontrer au niveau du Québec, et puis pratico-pratique, qu'est-ce que ça veut dire pour nous au niveau des clients de MyInnoBox, et puis aussi de certaines des solutions qu'on déploie. Donc, déjà quelques chiffres autour de ces réglementations en matière de données personnelles. Bon, le volume de données, je ne vais pas le présenter ici, on sait qu'il est en augmentation constante. Et tous les secteurs sont concernés. Il n'y a pas un seul secteur aujourd'hui, puis on voit vraiment la variété des secteurs d'activité. Ils sont tous concernés par ces fuites de données. Et également, on parle toujours de la cybersécurité quand on parle de données personnelles, mais il y a quand même une grosse problématique de partage intentionnel, donc de monétisation de la donnée personnelle. Et je pense que dans le contexte de la 25, c'est une grosse composante. Là. Donc quand on passe par la presse, on parle beaucoup de cybersécurité, on parle beaucoup d'intrusion, on parle beaucoup de vulnérabilité, mais il y a une grosse partie de monétisation, du renseignement personnel aussi. Et ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, les fuites sont toujours plus massives. Si vous cherchez, regardez un peu l'actualité, les volumes sont toujours plus massifs. Ce qu'on trouve finalement en matière de vente de la donnée personnelle qui résulte des fuites, c'est des volumes toujours plus importants, des bases de données toujours plus volumineuses. Et puis, récemment, encore il y a quelques semaines, chaque week-end, chaque semaine, on a des annonces avec des éléments vraiment massifs, puis on voit que même les nouvelles pratiques technologiques sont concernées. L'AI a beaucoup fait parler de lui par rapport aux données personnelles. Tout le monde essaie ChatGPT aujourd'hui. Tout ce que vous contribuez en matière d'information peut être réutilisé pour le training. Très difficile à tracer ensuite, par exemple. Donc ça prend vraiment des aspects nouveaux quasiment chaque mois, chaque semaine. Si on regarde les régulations en matière de données au Québec, on n'a pas attendu la loi 25 pour être touché, je pense, au quotidien. On a eu beaucoup de décennies de régulation en données. Si on prend l'exemple de l'Europe, par exemple, la GDPR qui est assez similaire à la loi 25, puis c'est vraiment assumé au niveau du ministère, l'inspiration de la GDPR, l'inspiration des législations de Californie, c'est vraiment quelque chose d'assumé. On a déjà un certain nombre d'années de pratique, il y a déjà des outils qui sont mis en place dans des écosystèmes aujourd'hui qui sont très pratiqués au Québec, comme l'écosystème Microsoft par exemple. L'environnement Azure a beaucoup d'outillage pour la GDPR, je vous montrerai quelques exemples. Donc on a une pratique qui s'est installée quand même pendant un certain nombre d'années autour de cette question de la régulation sur les données personnelles. Et puis ce qu'on voit, c'est qu'on est vraiment sur une oscillation, c'est une sorte de course à l'armement entre la posture des réglementations puis les situations de mise en danger ou d'exposition de la donnée personnelle. Pendant des années, c'était vraiment les gouvernements qui étaient réglementés, puis c'est pas depuis si longtemps qu'on a vraiment des grosses compagnies qui monétisent la donnée personnelle ou qui l'exposent, puis ça devient plus une logique de légiférer sur l'industrie. Donc, au Québec, on était déjà beaucoup exposé aussi par rapport aux exportations vers les USA. Et il y a un contexte qui remonte quand même à quelques années sur la réglementation. Certaines compagnies au Québec étaient déjà exposées à ce niveau-là. Et
de ce point de vue-là, maintenant, on commence à avoir justement cette législation au niveau du Québec puis du Canada, une législation fédérale qui s'en vient, comme vous le savez. Donc c'est vraiment le contexte. Alors je ne vais pas revenir sur les détails de la loi 25 parce que c'est relativement facile d'aller voir justement un certain nombre de textes qui le présentent. Il y a une approche qui est très orientée vers l'information du public, le fait d'identifier des points de contact, et également d'avoir une approche de relation au public par rapport à ces données personnelles. Ce qui a fait beaucoup parler de soi, et quand on échange avec les clients, il y a une sorte de confusion, et puis je vais y revenir, entre la cybersécurité, la protection des données, la confidentialité des données, et puis cette relation par rapport à la donnée personnelle avec le public ou même avec ses propres employés. Donc, si on regarde par rapport à la situation mondiale, le Québec est quand même très en avance. Il y a beaucoup de réglementations sur la confidentialité des données. Il y a des entreprises de grande taille qui sont déjà assez préparées à cette logique-là. Une des problématiques qui était abordée hier, par exemple, dans le panel, c'est qu'effectivement, puis il y avait des questions du public là-dessus, il y a un tissu qui est beaucoup constitué de petites et moyennes entreprises au Québec qui, parfois, va déjà avoir des problématiques pour implanter les réglementations en vigueur. Cette loi 25, ça vient rajouter à cette complexité d'adoption des réglementations en matière de protection des données. Et puis, l'introduction de cette loi 25, elle pose quand même beaucoup de questions. En clientèle, on a énormément de questions par rapport à cette adoption de la loi 25. Alors, il y a des questions qui sont relativement larges, sur lesquelles on peut aider les clients. Alors, on fait très attention de ne pas rentrer dans le conseil légal, hein, parce que puis, si dans la salle, comme je le pense, il y a beaucoup d'acteurs au niveau des technologies d'information, il faut faire très attention à ne pas se transformer en avocat. On ne peut pas interpréter d'un point de vue légal la loi 25, donc c'est très important de faire la séparation entre la logique technique et les logiques légales. Nous, d'ailleurs, on est allé jusqu'à mettre dans nos offres commerciales par rapport à du support sur la conformité en loi 25, des avertissements sur le fait qu'on ne peut pas proposer de conseil légal dans ce contexte-là. Et puis, souvent, on a des questions qui reviennent. Hein, des personnes qui reviennent en nous posant des questions sur les politiques de confidentialité, sur des contrats d'emploi avec des employés à l'interne. Bon, là, dès que ça touche à des contrats, si on est un acteur de TI, il ne vaut mieux pas trop y toucher, parce que les problématiques sont quand même très légales. D'autres questions qui reviennent, qui font le mélange entre la cybersécurité, l'encryption, la loi 25. Là, de ce point de vue-là, de manière assez générale, on va bien quand même faire attention à faire la séparation entre les deux questions. Elles sont en relation, parce qu'il faut faire la preuve qu'on protège, qu'on a bien des démarches en place pour la mise en place de la loi 25, mais la loi 25 aujourd'hui n'est pas spécifiquement une réglementation en matière de cybersécurité ou de protection de la donnée, pas spécifiquement. Et puis également, il y a beaucoup de réglementations en place, hein, vous y avez été exposé, la PIPEDA, etc. Et c'est vrai qu'il y a une sorte de confusion chez les clients où le fait d'adopter la loi 25, ils ont l'impression que ça les met en conformité avec l'ensemble des réglementations en vigueur. Ce n'est pas du tout le cas. Donc, ça, c'est des questions auxquelles on peut répondre quand même, on répond régulièrement pour repointer vers du conseil légal ou pour vraiment faire la séparation des choses. Et puis, il y a vraiment des problématiques spécifiques. Puis parfois, on a des questions auxquelles on a beaucoup de mal à répondre. C'est sûr qu'aujourd'hui, en l'absence de jurisprudence, il y a certaines questions sur l'application pour certains secteurs, le secteur de la santé, par exemple, ou en l'absence d'exemples sur l'application de la loi, c'est parfois pas très facile pour un technologue de répondre, et tout de suite, on va réorienter vers du conseil légal de nouveau. Et puis également, il y a des choses, on va y revenir très rapidement sur les réglementations comme la GDPR, comme la législation de Californie. On peut essayer de faire des parallèles avec les législations qui sont en place depuis plusieurs années, mais ça ne veut pas dire que ça va être adapté à l'interprétation au Québec sur la loi 25. Donc ça peut être assez mélangeant pour des shops d'IT de fournir un conseil précis, puis d'apporter de l'aide qui va réellement, avec certitude, amener aux clients cette mise en conformité. Donc il y a quand même des grandes complexités. Puis parfois il y a même des questions, quand on va chercher du conseil légal, pas évident d'avoir vraiment des éclairages précis. Bon, on en a parlé hier, hein, c'était sorti au panel sur la loi 25, une absence de recommandations pratiques et d'accompagnement technologique par rapport à cette mise en place de la loi, c'est sorti hier. Il y a des passages de la loi aussi qui peuvent introduire des confusions, en particulier sur les cookies, les jetons sur les sites web. Il peut y avoir plusieurs interprétations possibles de la loi telle qu'elle est écrite.
on en a parlé, l'absence de précédent, et puis pour les provinces à l'extérieur du Québec, la question de la constitutionnalité de la loi, pour les autres provinces qui offrent des services qui peuvent toucher des usagers au Québec, c'est une question qui revient aussi fréquemment, pour laquelle c'est pas évident toujours de pouvoir donner des réponses, même pour les personnes avec lesquelles on travaille en conseil légal, il y a des interprétations qui ne sont pas toujours faciles. Donc, ça, c'est vraiment pour la mise en contexte. Par contre, on peut faire des choses vraiment très pratico-pratiques qui vont aider à la mise en conformité. Et puis, une des chances qu'on a, c'est justement ce parallèle entre des législations qui sont déjà en place, comme la GDPR, comme la législation de Californie, qui ont déjà été outillées, et puis la loi 25. Puis cette parenté entre les réglementations, ça permet d'utiliser des outils qui ont été conçus pour la GDPR, qui ont été conçus pour la législation de Californie. Donc, la manière dont on l'aborde vraiment par similarité par rapport à tout ce processus d'accompagnement qu'on a pu avoir pour la GDPR, pour la législation américaine. Et donc c'est un mélange, hein. Il y a du service professionnel qui peut être donné sur des solutions spécifiques. Par exemple, si vous êtes sur Azure, si vous utilisez l'environnement Office 365 tel qu'il est utilisé dans beaucoup d'endroits aujourd'hui au Québec. De l'expertise conseil sur des points spécifiques d'IT au niveau des pratiques opérationnelles. Et puis des outils et des méthodes qui sont adaptés justement parce qu'ils sont adaptés aux autres réglementations de données qui sont voisines de la loi 25. Après, il faut quand même faire attention parce qu'il y a plusieurs approches complémentaires. Le fait de faire un health check par rapport à la donnée personnelle, ça peut être très différent du fait de fournir des services techniques pour accompagner le client. C'est pas exactement la même chose que du support organisationnel. D'ailleurs, c'est souvent des compagnies différentes qui les offrent. Ça prend un village d'offrir du conseil pour ces logiques-là. Et puis, il faut toujours le séparer soigneusement du conseil légal. C'est pas parce qu'on peut supporter une compagnie par rapport à la modification de son site web pour afficher les bonnes informations, etc., qu'on peut nécessairement leur donner du conseil légal, et d'ailleurs pas du tout sur la rédaction d'une politique de confidentialité, ou sur la charte qui est liée aux employés, ou sur la modification des contrats de travail. C'est vraiment deux problématiques très distinctes, puis c'est pour ça que là on sépare très nettement avec le conseil légal. Si on regarde par contre des environnements pour lesquels on peut apporter de l'aide, dans l'environnement Azure, il y a des outils qui étaient avant dans les outils d'administration d'Azure, maintenant qui sont dans Microsoft Purview, qui peuvent aider pour tout ce qui est risque et compliance, tout ce qui est lien avec la gouvernance des données. Donc ça, c'est des outils qui ont été conçus, adaptés à la GDPR, à la législation de Californie, et qui vont permettre d'aider, même dans les environnements de base de données complexes, à venir avoir une approche par rapport à ces exigences de la loi 25 qui sont très similaires aux exigences de la GDPR, très similaires aux exigences de la législation de Californie. Donc tout ce qui est finalement cartographie des données, classification de la vulnérabilité de vos données, les aspects de gouvernance des données pour savoir qui a accès à quoi. Mais il y a énormément d'outils de ce point de vue-là, par exemple dans cet écosystème Microsoft, qui sont déjà préparés, très bien adaptés aux exigences de la loi. Et donc, lorsqu'on est en plus avec des bases de données qui sont bien intégrées dans cet écosystème Azure, ça marche très très bien. Et d'un point de vue de configuration, si vous avez des bases de données extérieures, des systèmes ERP, etc., il y a des possibilités de les paramétrer pour que ça vienne s'intégrer dans cet environnement global. Donc là, on peut avoir quelques exemples. Vous voyez un peu les différentes couches que ça peut couvrir en matière de GDPR. Encore une fois, il y a une parenté entre les deux législations, entre les deux réglementations, donc on peut réutiliser ces outils. C'est ce qu'on fait en clientèle, par exemple, dans l'environnement Microsoft. Et puis, je dirais que ça vient se compléter avec des politiques par rapport au mobile device management, etc. Donc tout ce qui est sécurisation du endpoint, qui est un aspect complémentaire de ces aspects-là. Là aussi, c'est sorti dans le panel hier. C'est vrai que quand on commence à regarder l'exposition des données personnelles, tout de suite, la question des devices, la question des points d'accès va venir. Voilà. Et donc, c'est une approche qui est très holistique. Donc, quand on regarde ces outils qui sont adaptés à la GDPR, on voit que ça couvre vraiment à la fois les pratiques des usagers, les pratiques des équipes d'IT qui vont avoir accès à ces données-là. Et donc les outils qui sont adaptés dans des approches conventionnelles vont vraiment couvrir tous les aspects de vos entrepôts de données et puis de vos flux de travail, de vos workflows. Bon, à la fin, il y a la notion du reporting, puis ça c'est un peu piégeux par contre, parce que les reportings GDPR sont devenus de plus en plus précis au fur et à mesure qu'on a eu cette notion de précédent, puis un tout petit peu cette interprétation de ce qui était nécessaire.
Au niveau de la loi 25, on n'a pas ce recul-là pour l'instant, donc pouvoir dire à un client aujourd'hui votre reporting est au niveau par rapport à la vulnérabilité de vos données, ce type de rapport-là va vous aider par rapport à une vérification en conformité de la loi 25, c'est un peu compliqué. On peut imaginer que comme les législations sont similaires, les rapports qui ont été préparés pour la GDPR vont être utiles dans le cas de la loi 25, on n'en a pas vraiment la certitude. Voilà. Mais on parle toujours de ce type de rapport et puis de type de scoring qui ont été d'évaluation qui ont été conçus justement pour évaluer cette vulnérabilité par rapport aux données personnelles, aux renseignements personnels pour la GDPR qui semble quand même très adapté encore à l'environnement de la loi 25. Donc ça, c'est des approches un peu conventionnelles. Puis je voulais profiter de l'occasion de vous parler aujourd'hui là pour vous présenter des approches qui sont un peu moins conventionnelles et qui permettent d'aider par rapport à cette démarche de protection des renseignements personnels. Donc, MyInnovox, on a des produits, on a un catalogue de solutions d'Equipment as a Service, de AAS. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire pour des compagnies ou des activités qui ont plus de mal à aller vers le cloud par rapport à des renseignements personnels, la santé, les télécommunications, les agences gouvernementales, le fait d'avoir la même facilité que ce que vous rencontrez dans le cloud, mais avec des équipements qui peuvent venir se placer, se raquer directement on-premise chez l'utilisateur. Ou pour des entreprises qui ont des problèmes de performance, par exemple du suivi en temps réel pour des processus manufacturiers, pour des équipes sur le terrain, le fait d'aller amener des équipements Edge qui vont pouvoir collecter de l'information. Puis la dernière problématique qu'on essaie d'adresser avec ces solutions-là, c'est le fait d'éviter de centraliser l'information. Parce que si vous voulez respecter les réglementations sur les données personnelles, le mieux c'est de ne pas en avoir. Et donc de ce point de vue-là, si vous catégorisez dans les téléphones, dans les ordinateurs personnels, au niveau des points terminaux, et que vous restez proche de la personne pour catégoriser son information, puis la rendre anonyme et la rendre sécurité du point de vue de la réglementation sur les données personnelles, ben vous n'avez plus besoin de vous poser toutes ces questions, puis votre posture d'adoption, de conformité à la réglementation, elle devient beaucoup plus facile à implémenter. Donc c'est pour ça qu'on assiste quand même à l'émergence de pratiques qui sont complémentaires au cloud. On n'est pas en train de dire que le cloud est en train de disparaître, mais on a des pratiques qui sont plus proches du bord du cloud, du edge, au niveau des points terminaux et qui vont vous permettre d'alléger dans certains cas de figure le processus de mise en conformité à la GDPR, puis ici à la loi 25. Donc, ce qu'on fait, typiquement, on ne réinvente pas la roue, hein, on intègre des outils puis des pratiques qui sont déjà conçus pour respecter ces réglementations de données sur des équipements avec des présentations qui permettent de les ramener on-premises au niveau du site de l'utilisateur ou au niveau du edge et de les sécuriser. Donc là, je vais aller vite sur cette présentation. Le point, c'est de dire qu'aujourd'hui, finalement, on peut avoir des équipements qui ont la même capacité que le cloud et qui vont permettre de faire fonctionner des solutions qui sont des best of breed, hein, qui sont dans le Magic Quadrant au niveau de Gartner, etc. Donc, ce sont des solutions qui sont déjà bien acceptées, bien reconnues. On va voir qu'elles sont déjà positionnées dans les réglementations de données personnelles. Mais c'est le fait de les mettre, au lieu de les mettre sur le cloud avec de la donnée de santé, de télécommunications, etc., de les mettre dans des équipements qui peuvent se mettre dans des data centers privés. Et donc, ne pas imposer d'avoir des solutions d'hébergement cloud très très dispendieuses ou très complexes à mettre en place. Et donc, ça peut venir se brancher, comme je vous l'ai dit, à une stratégie Edge, ça peut venir se brancher à des politiques de mobilité, et on peut venir mettre l'alerting, le dashboarding, etc. directement dans ces environnements on-prem. Donc c'est vraiment cette nouvelle posture où le fait de sortir d'un environnement virtualisé, de ramener ça dans la posture on-prem en même temps que l'infrastructure qu'on essaie de protéger peut avoir du sens. Et puis donc là, on présente aujourd'hui par rapport à 3 solutions qu'on intègre dans notre catalogue. Accedian, qui est une compagnie canadienne, mais qui équipe 75% des compagnies de télécommunications dans le top 50 là, des compagnies mondiales. Et puis on voit qu'ils ont cette approche de protection des réseaux, finalement, qui s'intègre très très bien dans une logique de détection des intrusions et de sécurisation.
Si on regarde Splunk, qui est une deuxième solution de ce point de vue-là, qui est très utilisée aujourd'hui dans le cadre de la GDPR et qui va permettre de générer des rapports, de faire des audits en termes de données personnelles, d'aller chercher la donnée qui transite sur vos réseaux, indépendamment de ce que vous avez au niveau de vos bases de données. Vous pouvez toujours avoir des surprises sur ce qui est utilisé pour vos outils de communication, les courriels, la messagerie instantanée, etc. Il va avoir des outils qui permettent justement devant une requête loi 25 ou une requête GDPR du public, d'aller chercher les endroits où cette donnée se trouve et puis d'avoir ce registre des incidents, cette visibilité, cette observabilité sur les intrusions. Donc là, c'est quelques slides qui montrent un peu ce que des outils comme Splunk peuvent faire au niveau de la GDPR. Ils se sont préparés pendant 5 ans, c'est des outils qui sont déployés au niveau mondial par rapport à ces réglementations de données, comme la législation Californie également, et puis qui viennent couvrir ces aspects de la loi sur la détection des incidents et la tenue d'un registre de ces incidents, par exemple. Et puis également, le fait de pouvoir prévenir la circulation de données sensibles sur votre réseau que vous n'auriez pas prévu dans votre cartographie de données, et également donner suite à des requêtes du public par rapport à vos renseignements personnels. Et donc, vous voyez ici que vous avez des outils qui sont tout faits de ce point de vue-là et qui vont permettre d'aller plus proche de ce qu'on estime être aujourd'hui les requis de la loi 25 par similarité avec ceux de la GDPR ou de la législation de Californie. Et de ce point de vue-là, de toute façon, c'est une aventure. Hein. On dit c'est vraiment itératif comme processus, on ne peut pas tout implémenter du premier coup. Donc, dans ces outils-là, il y a aussi des approches, il y a aussi des méthodologies qui permettent d'aller plus loin et étape par étape dans le respect de ces réglementations de données. Surtout quand on est dans des postures avec beaucoup de vulnérabilité, des données sensibles, etc., comme dans le domaine de la santé où on peut avoir des données biométriques ou des problèmes de cette nature. Donc, pour terminer, si on regarde la troisième plateforme, on est au niveau de l'espace des exposants avec Centréon, que je présente ici. Le fait d'avoir des outils d'observabilité qui ont déjà des gros catalogues compatibles avec énormément de sources de données, là vous en voyez un certain nombre, ça facilite aussi cette approche de scanner ces environnements puis détecter là où se trouve la donnée personnelle assez rapidement. Parce que si vous devez réinventer la roue puis refaire toutes vos ingestions, tous vos connecteurs de données pour aller voir dans ces différents environnements quelle est l'information qui est exposée, ça peut être très coûteux. Si vous utilisez des solutions qui ont déjà des catalogues de connecteurs disponibles, ça peut être très agile et très rapidement venir se brancher à vos différents environnements de communication pour voir là où la donnée personnelle se trouve, indépendamment de vos bases de données telles qu'on les a vues dans des postures conventionnelles, dans des outils conventionnels comme Microsoft Purview. Et puis, cette approche de supervision, là, vous voyez, ça peut se brancher à des outils comme Elastic, ça peut se brancher à d'autres outils de supervision. Vous voyez également que ça vient se brancher à vos équipements de communication de données. Donc vous pouvez avoir des approches très intégratrices qui se déploient très rapidement pour ce genre de surveillance, de supervision. Alors, le dernier point, ou la dernière place du puzzle pour nous, c'est d'être capable d'aller vers le endpoint, la mobilité. Donc on intègre de la compatibilité et puis des connecteurs avec beaucoup d'environnements par rapport à des entreprises qui peuvent avoir des approches de Bring Your Own Device, etc., de MDM. Il y a aussi de plus en plus des équipements Edge, en particulier dans le domaine du Smart Data, pour tout le traitement de la donnée, donc système de caméra, multisensing, etc. Ce sont des points de capture de données qui peuvent capturer beaucoup de données sensibles. Donc c'est important de ne pas les oublier au niveau de la posture de collection de données. Et puis finalement, on se retrouve avec une approche où on peut avoir quelque chose d'intégré au niveau de la collection de ces données, de l'observabilité. Donc ça, c'est la première étape de ce qu'on fait en matière d'observabilité par rapport aux intrusions, d'observabilité par rapport aux données pour le respect des réglementations en matière de données personnelles. Mais aujourd'hui, on peut également utiliser le AI, le machine learning, pour finalement détecter des problématiques soit d'intrusion, soit des données textuelles ou des données non structurées qui sont typiques de données personnelles. Puis ça peut ne pas être si dispendieux que ça maintenant, ça atteint une certaine maturité. Donc par exemple, si on regarde notre partenaire Centréon, ils ont un module qui utilise le AI/ML, mais vous n'avez pas besoin d'être un scientifique de données pour l'utiliser. C'est déjà packagé avec la solution, puis ça va permettre de faire des choses de cette nature. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Si vous avez des questions, ça me fera plaisir d'y répondre. Je serai à cette table ici.
Et puis on est également dans l'espace d'exposition, on va rester encore un moment là, avec notre partenaire Centréo. Merci beaucoup.